Bon, je vais parler en français, dans ma langue maternelle. Donc d'abord, merci à Saïda de m'avoir invitée et de partager cette table avec en particulier Jean-Michel Le Serre. Donc je voulais vous donner quelques mots sur le marché de l'alimentation et des produits biologiques. Donc c'est un marché qui évolue extrêmement rapidement. Et vous voyez qu'en 2010, on avait une production à 700 millions de tonnes d'aliments et on est dans une augmentation à 2 chiffres actuellement. Donc ça, c'était les chiffres, vous voyez, vous pouvez aller les chercher sur l'Organic Trade Organization. Alors, bien sûr, c'est pas réparti partout dans le monde, et on voit que les pays donc avec le plus fort marché, ce sont les États-Unis, l'Allemagne et la France, et qu'il y a une forte demande d'aliments très spécifiques actuellement, c'est-à-dire des produits transformés que vous allez voir dans beaucoup de supermarchés, et qui sont une demande forte du consommateur, qui sont en lien aussi avec le besoin de local, le besoin aussi d'une alimentation plus végétale. Alors, quelles sont les perceptions des consommateurs ? Donc, d'abord, il y a une question de santé, health-minded consumer. Souvent, quand on est parent avec des enfants, on va aller chercher plutôt des produits d'origine biologique. Une confiance des consommateurs au label. Alors, il n'y a pas que le label bio, donc AB, il y a aussi le label rouge, etc. Les consommateurs bio, ce sont souvent des consommateurs anti-OGM. Et puis, il y a une perception de la durabilité qui est arrivée récemment chez les consommateurs et surtout en lien avec le local. Alors, il y a un mélange entre, souvent, produits d'origine biologique et production locale. Alors, quelles sont les perceptions des consommateurs par rapport à ces produits biologiques ? Ils voient une meilleure qualité, un meilleur goût. Ils attendent beaucoup de ces produits biologiques, mais avec une perception de la qualité supérieure et en particulier liée souvent à la fraîcheur des produits et puis bien sûr à la sécurité des aliments, donc l'absence de contaminants et surtout ce qui les intéresse, et justement avec le lien avec le local, c'est cette traçabilité et c'est du coup cette traçabilité du risque. Alors, dans une étude dont j'ai fait partie dans Nutrinet Santé, on voit bien que, qui est en France, on voit bien que les motivations et les choix des consommateurs, qu'est-ce qui arrive en premier ? Ça a été scoré sur 9 dimensions, mais les 3 premières dimensions, on les retrouve. Le goût, la santé et l'absence de contaminants. Vous voyez que en fait, la 9e dimension, elle est sur le côté environnemental. Tout ceci a été regroupé en 5 clusters. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais il y a un cluster qui s'appelle le Green Organic Food Eaters. Donc, c'est des consommateurs bio qui vont consommer beaucoup de fruits et légumes. Quand vous voyez, alors on a mis fruits et légumes, soupe et jus tous ensemble, et vous voyez que la consommation est très importante, et surtout, donc, on atteint plus de 980 grammes par jour, et vous voyez que la consommation en bio est extrêmement importante par rapport aux consommateurs conventionnels qui consomment moins de produits fruits et légumes, soupe et jus, et avec une très faible, quand même, proportion de bio. Le bio est rentré quand même dans toutes les familles et chez pratiquement tous les consommateurs. Alors, qu'en est-il de la qualité des produits bio versus des produits conventionnels ? Est-ce qu'il y a vraiment des différences qui existent en qualité ? Et si ici il y a des différences, est-ce que le consommateur le perçoit ? Alors, dans la qualité, ce qu'on va voir, c'est plusieurs attributs, le sensoriel,
le sanitaire, le nutritionnel, et puis d'autres dimensions qui font partie maintenant des dimensions de la durabilité, l'environnemental et le social. Alors ça fait partie d'un groupe de travail dans lequel je fais partie, qui est un réseau mixte technologique piloté en France par l'Actia. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une forte variation, quels que soient les produits biologiques et organiques et conventionnels. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que la variété ou le génotype est le plus important facteur qui impacte la qualité sensorielle et nutritionnelle des produits alimentaires. Vient ensuite l'environnement, donc ensoleillement, le climat, pluviosité, etc. Et puis, les conditions de culture vont être plus restreintes. Donc, on peut s'attendre à des différences très peu importantes entre les produits biologiques et les produits conventionnels. Puis ensuite, vous avez le stade de maturité, au moment où vous allez cueillir, qui va avoir une importance aussi dans la variation de la qualité, et puis la partie consommée, parce qu'on sait très bien que quand on épluche un produit, on enlève une grosse partie, en particulier de nutriments intéressants. Alors, globalement, on voit qu'il y a très très peu de différences au niveau sensoriel. Ce que les consommateurs bio voient, c'est qu'ils perçoivent un peu mieux, surtout au niveau du sucre dans les produits d'origine biologique, et puis donc certainement dû à la cueillette, et en fait les circuits courts, puisqu'on cueille plus près de la vente. Et puis dans les huiles d'olive, on perçoit aussi un peu plus d'amertume, souvent parce que les produits, quand ils sont cultivés, ils sont sous un stress environnemental et vont produire plus de composés phénoliques qui va contribuer dans l'huile à l'amertume. Mais vous voyez, quand on fait des tests en aveugle, au niveau sensoriel, finalement, les consommateurs conventionnels, les produits conventionnels et les produits biologiques, finalement, personne ne perçoit la différence sensorielle. Et dans le petit radar que vous avez donc à votre droite, vous voyez qu'il y en a qui préfèrent le conventionnel et il y en a d'autres qui préfèrent le produit biologique sur la tomate. Donc rien n'est clair. Si on regarde l'aspect sanitaire, bien sûr, qui est une importance majeure actuellement, et les produits phytosanitaires doivent être donc aussi sous contrôle d'une réglementation, je le rappelle. Mais souvent, dans l'esprit des consommateurs biologiques, c'est les produits naturels qui sont utilisés en agriculture biologique. Or, on sait très bien que ces produits naturels peuvent aussi avoir des risques sur la santé humaine et sur l'environnement. Et on a très peu de données actuellement sur ces aspects. Mais ce qu'on sait dans une méta-analyse de 2012, c'est que d'une manière générale, quand on regarde les produits biologiques, ils sont moins contaminés. Donc il y a en gros moins 30% de résidus de pesticides que dans les produits dits conventionnels. Alors, quand on regarde l'exposition des individus à ces molécules, en particulier les organophosphates et les pyréthroïdes, on voit que, alors je n'ai pas de pointeur, mais donc vous avez les deux petites barres, il y a deux volontaires là, et donc tous ceux qui sont en consommateurs conventionnels ont donc des contaminations, des contaminants qu'on retrouve dans les urines beaucoup plus importants que ceux qui ont consommé les mêmes produits en organique. Et ça, c'est retrouvé dans une large cohorte, toujours dans la cohorte Nutrinet Santé, où les niveaux de phosphate et d'un phénol très particulier
sont bien moins importants donc pour les consommateurs bio que pour les consommateurs donc dits conventionnels. Alors, on soupçonne bien sûr qu'il n'y a pas que les pesticides, il y a les métaux lourds. Alors, qu'en est-il des métaux lourds? Alors, pour le cadmium, donc il y a une méta-analyse qui a montré qu'il y a moins de cadmium dans les produits organiques. Alors là, j'ai fait une petite accroche pour Saïda, c'est-à-dire que c'est une étude tunisienne qui va paraître en 2019. On voit exactement la même chose, donc moins de cadmium pour deux produits, la laitue et la tomate. Mais par contre, on ne voit rien sur fraise. Et alors, ce qui est amusant, c'est que sur le cuivre, tout le monde dit, on soupçonne beaucoup que le cuivre est très utilisé donc, en agriculture organique, enfin biologique. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que dans la plante, finalement, eh bien, on ne retrouve pas cette quantité. En fait, c'est les produits conventionnels qui ont plus de cuivre. Donc ça laisse, il y a quelques mécanismes sous-jacents pour expliquer cette teneur moindre en cuivre dans les produits organiques. Alors sur les mycotoxines, qui sont souvent aussi, on dit, ah ben oui, les céréales pour les produits biologiques sont plus riches en mycotoxines. Bon, il n'y a pas vraiment de différence sur certaines mycotoxines. Des légères différences qu'on trouve par exemple sur deux mycotoxines T2, HT2, avec des niveaux moindres donc, de ces deux mycotoxines dans les céréales donc, biologiques. Alors qu'en est-il de la qualité nutritionnelle? Donc, en fait, les différences sont extrêmement faibles. Mais ce qu'on voit, alors c'est dû souvent, par exemple, sur les produits animaux, au parcours, à l'élevage. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une plus grande richesse en oméga 3, en polyinsaturés, en acide polyinsaturé d'une manière générale, que ce soit dans le lait ou dans la viande, donc dans les produits issus de l'élevage biologique. Quand on regarde les fruits et légumes, bon, franchement, il y a très très peu de différence. Un petit peu plus de vitamine C dans les produits donc, biologiques et un peu plus de composés phénoliques. Mais quand on regarde les céréales, eh bien, on voit qu'il y a moins de protéines dans les céréales en biologique par rapport au conventionnel. Donc vous voyez que d'une manière générale, bon, les différences, ce qu'il faut retenir, c'est que les différences sont relativement faibles et ça va dans un sens ou dans l'autre, où la plupart du temps, il n'y a aucune différence. Alors, je vous ai parlé donc, des piliers de la durabilité. Donc, dans la durabilité, il y a le social, l'économique et l'environnemental. Et donc, quand on regarde d'une manière générale l'aspect socio-économique, au niveau des consommateurs, eh bien, la difficulté, c'est que les prix en bio sont beaucoup plus chers, 2 fois plus chers que les produits conventionnels. Mais voyez qu'il y a maintenant, donc il y a un petit article là qui est paru, c'est le bio accessible et c'est paru en économie solidaire. C'est-à-dire que ce qui est demandé actuellement, c'est l'accessibilité à tous les consommateurs. Et quand on regarde au niveau social, au niveau des producteurs, c'est des collègues de mon institut qui ont réalisé cette étude par des interviews chez des producteurs alors, bio et conventionnels. Et ce qui est remarqué, c'est qu'ils présentent ils perçoivent une meilleure qualité de vie et aiment la diversité de leurs activités. 5 minutes, Marie-Jo. Ah oui. Alors, au niveau environnemental, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'agriculture bio augmente les surfaces, l'utilisation des terres,
Par contre, on sait diminue l'utilisation des pesticides et puis des intrants comme l'azote. Mais se pose toujours la question derrière, parce que vous voyez que maintenant, on a pléthore de produits transformés, voire même ultra transformés en bio, et se présentent aussi les questions d'énergie, de réduction du gaspillage et aussi du packaging, finalement, qui est un problème aussi dans les produits biologiques. Alors là, j'arrive sur la polémique de la semaine. Donc, puisque l'étude Bionutrinet, publiée dans un très bon journal de médecine, a fait un tabac non seulement en France, dans le monde, enfin tout, mais ça a été repris, vous voyez, dans le New York Times, le Guardian, en allemand, en anglais, enfin ça a inondé le monde, et en disant, voilà, manger bio, ça protège du cancer. Qu'en est-il vraiment ? Donc, dans cette population Bionutrinet, ils voient une réduction des cancers. Mais quand on regarde dans le détail, donc entre le quartile, le plus fort consommateur, versus le plus faible consommateur de bio, vous voyez que les différences sont significatives, mais le nombre de cas est relativement faible. Alors c'est vrai que pour le cancer, le cancer du sein chez la femme ménopausée, on voit une signification, et puis sur les lymphomes. Donc on voit, mais vous voyez qu'on passe de 69 cas pour le premier quartile à 50 cas. Donc on a très très peu de différence. Et alors sur les lymphomes, vous voyez que et le non-Hodgkinien, c'est de 15 à 2. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire donc, pour cette étude ? C'est qu'en fait, on retrouve quand même quelque chose qui a été déjà publié chez des femmes. Et alors, dans l'étude donc, anglaise, ils ne trouvent pas d'association avec à peu près tous les types de cancers, sauf le lymphome non-Hodgkinien. Donc ça, on pourrait soupçonner qu'il y a un effet sur les lymphomes. Mais bon, il faut avoir plus d'ajustements. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que le nombre de cas, il est très limité. Et même le premier quintile, il est inférieur à la prévalence qu'il y a en France. Et on soupçonne aussi certainement d'autres facteurs. Et moi, en dehors de la quantité de fruits et légumes qui n'a pas été prise en compte, je pense que l'effet quantité est important, mais il y a aussi l'effet environnement, pollution, l'habitat dans lequel vous vivez, l'entourage, l'industrie, etc. Et puis, il y a une nécessité d'avoir un meilleur temps d'analyse. Donc, voilà. Alors, ce qu'on peut dire aussi, pour rassurer les gens, c'est que finalement, quand on regarde la dernière méta-analyse qui vient de sortir, c'est que là, cette méta-analyse montre très bien aussi que plus on consomme de fruits et légumes, moins on a une association inverse. Donc, fort consommateur de fruits et légumes versus faible consommateur, on a une association inverse avec le risque de cancer non-Hodgkinien. Et je vous ai mis une petite photo, c'est parce qu'on la retrouve principalement pour les crucifères. Donc, qu'est-ce qu'on a encore comme résultat ? On a un résultat sur l'obésité, le surpoids, l'obésité et puis le syndrome métabolique. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que dans l'étude, c'est vraiment la structure des repas, la structure de l'alimentation qui, quand même, prévient avant tout ce surpoids, l'obésité et puis le syndrome métabolique. Alors, juste une des dernières diapositives, donc, c'est que souvent on s'intéresse à des populations dites à risque, donc la femme enceinte. Et donc là, ce qui a été montré dans l'étude Koala, c'est qu'il y a une association plus favorable, avec une moindre prévalence de diabète gestationnel. Quand on regarde les statuts plasmatiques, on voit que ces femmes ont un statut plasmatique meilleur en acides gras polyinsaturés et moins d'acides gras défavorables, les acides gras trans. Mais par contre, ce qu'on voit, ce qui est intéressant,
Et là, c'est quand même, on voit quand même qu'on a un faible statut en vitamine D, certainement dû parce qu'il y a une précaution sur la consommation de poissons avec les métaux lourds qui n'est pas recommandée chez les femmes enceintes. Mais ce qui est important, et les auteurs le disent bien, le plus important, c'est d'avoir justement un profil alimentaire dit sain, c'est ce qui est le plus protecteur. Et voilà. Et donc, pour conclure, et en termes de recommandations, bon, je crois que même cette étude dans le JAMA, qui inonde la presse actuellement, et même le taxi en parle. Donc, voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est que vraiment, on axe notre recommandation sur la consommation de fruits et légumes, toujours sur les 5 portions de fruits et légumes, et spécifiquement sur des populations qui sont très peu consommatrices de fruits et légumes. Et ça a été montré encore hier par Teresa Nora sur le cancer, Monique Verschuren sur les maladies cardiovasculaires. On voit bien que les petits consommateurs, donc il faut vraiment augmenter cette consommation. Et cette consommation, si on l'augmente, il faut qu'elle soit, j'allais dire, quel que soit le mode de production. Voilà. Et je vous remercie de votre attention.